Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. On est de retour dans nos studios après ce bicentenaire magique qu'on a pu passer avec vous au cœur du Grand Palais. On va continuer à traiter de l'actualité francilienne avec ce dossier du jour qui est évidemment consacré au municipal à Paris tous les lundis et jusqu'au scrutin. On a décidé de consacrer ce premier jour de la semaine à ces discussions autour de l'avenir politique de Paris. Vendredi au Grand Palais, nous avons reçu longuement Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. Elle nous a dit sa détermination à remporter Paris et à proposer une alternance à 25 ans de gauche à la tête de la capitale. On parlera aussi de Sarah Knafo qui de son côté promet une ville heureuse et signe une véritable percée dans les sondages. L'occasion pour nous de faire un point sur le sujet et d'évoquer la teneur des événements sur le sujet de ces municipales. En culture, les travailleurs de la mer au théâtre de poche, une adaptation de l'incontournable roman de Victor Hugo, le combat d'un homme contre des forces tempétueuses. La mer et l'amour. Le Figaro Histoire nous raconte la mort de Louis XVI, guillotiné au cœur de Paris. C'était le 21 janvier 1793. Geoffroy Caillé nous raconte ça en fin d'émission. C'est parti. Vendredi, au Grand Palais, Rachida Dati s'est montrée combative et claire. Le combat pour Paris, elle compte bien le remporter. Je vous propose qu'on écoute la ministre de la Culture, également candidate à la mairie de Paris. Je veux dire, je vais gagner Paris. C'est la première fois où la gauche est tellement affaiblie. Évidemment que je clive. Eh bien, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Ça, c'est la vie. Mais moi, je leur dis, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Donc, avec moi, on va gagner. Avec moi, ça va changer. Voilà. Faites-moi confiance. Rachida Dati reconnaît qu'elle est clivante et demande aux Parisiens leur confiance, tandis que Sarah Knafo, elle, s'impose comme une nouvelle candidate incontournable de ces municipales. On va en parler avec nos invités. Marie-Cécile Renaud, merci beaucoup d'être autour de la table. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service politique Le Figaro. Brice Sokol, politologue spécialiste des territoires. Et Agnès Evren, présidente de la fédération LR pour Paris, également sénatrice. Rachida Dati était, on le disait sur notre plateau vendredi, elle s'est montrée très combative. Elle a demandé aux Parisiens de saisir cette occasion unique, je cite, de se libérer de 25 ans de gauche à Paris. Ça plaît, ce ton, Marie-Cécile Renaud, face aux besoins de renouveau, cette volonté affirmée de proposer autre chose? Oui, je pense que les Parisiens sont très réceptifs. Il y a un besoin d'alternance. C'est vrai que 25 ans, c'est très long, 25 ans sous une même étiquette. Donc l'alternance, en soi, déjà, c'est une bonne chose. Ça permet de donner un nouveau souffle, de changer les équipes, d'éviter du clientélisme. Et puis, c'est vrai que le bilan d'Anne Hidalgo a fait des déçus parmi les Parisiens. On le répète en permanence, sur la sécurité, sur la propreté. Et donc, c'est vrai que Rachida Dati, elle prend le contre-pied complètement de ce qui a été fait. Et donc, il y a une envie. C'est vrai que Anne Hidalgo a creusé la dette de la ville, qui atteint 12 milliards d'euros. Elle a augmenté la taxe foncière. Elle a refusé aussi la transparence sur ces notes de frais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce débat. Le Tahiti Gate et puis ensuite l'enchaînement de notes de frais. Les jeans de tailles différentes qui avaient été achetés le même jour dans le même magasin. Bon, il y a eu tous ces débats sur la transparence, les nombreux voyages faits à l'étranger, alors qu'elle se battait pour la transition énergétique et contre le réchauffement climatique. Donc, et puis en septembre dernier, il y a eu un rapport assez sévère de la Cour des comptes sur la gestion financière de la ville et sur les effectifs très très nombreux. Je rappelle qu'à la mairie de Paris, il y a 55 000 salariés, c'est-à-dire c'est plus de 2 fois plus que dans la totalité des préfectures de France, c'est plus qu'à la Commission européenne qui gère 500 millions d'habitants. Et Rachida Dati a promis de s'en occuper. Agnès Evren, est-ce que cette campagne de Rachida Dati, plutôt qu'être une campagne pour, c'est avant tout une campagne contre, et contre notamment ce bilan que laisse Anne Hidalgo? Mais oui, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait un quart de siècle que la gauche est en place à Paris et regardez l'état de Paris. D'ailleurs, tous les Parisiens sur le terrain nous le disent. Ils veulent une alternance, ils veulent un changement d'équipe, ils veulent un changement de cap. Vous l'avez dit, on a aujourd'hui une ville qui est asphyxiée par la fiscalité.
11 milliards, 12 milliards de dettes, malgré l'explosion des impôts locaux, parce que là aussi, il y a une augmentation de la taxe foncière. Mais surtout, le vrai sujet, c'est pour quel résultat ? Où est allé l'argent des Parisiens quand on regarde, encore une fois, la saleté de Paris ? Paris est la 5e ville la plus sale du monde selon les touristes. Paris est une ville insécure. Paris est une ville qui a été bétonnée. Donc il y a une mauvaise gestion aussi de cet argent et de ces investissements qui ont été menés. Mais c'est une évidence et surtout, encore une fois, je le redis, l'état de Paris est calamiteux. Vous voyez bien que Paris est complètement trombosé. C'est des embouteillages matin, midi et soir. Dans toutes les métropoles mondiales, on arrive à faire en sorte que les mobilités soient harmonieuses. Et c'est pas le cas Il n'y a qu'à Paris où on voit bien, regardez la rue de Provence, tout simplement ici. C'est en termes d'attractivité économique totalement calamiteux. Et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir une ville plus sûre, plus apaisée, évidemment, où les mobilités ne sont pas mises en concurrence. On a une ville aujourd'hui qui est quand même complètement polarisée. On le voit, entre des générations, les plus jeunes, les plus âgés, entre l'Est parisien, l'Ouest parisien, et puis entre les mobilités, où on met en concurrence en permanence les vélos, les motos, contre les piétons. Et ça, c'est évidemment... Il faut un changement de cap. C'est une priorité. La dette de la ville est hallucinante aussi quand on pense à l'envolée des prix de l'immobilier, puisque la ville prend ce qu'on appelle les frais de notaire. Tout à fait. Et donc à profiter de cette embellie des prix de l'immobilier. Oui, c'était des recettes en plus pour l'hôtel de ville. À préempter des loyers sur le logement social pour des 50 années à venir. Donc c'est autant que la ville n'aura plus et qu'elle a déjà perçu. Brice Ocol, j'aimerais vous faire réagir à un propos de Rachida Dati, qui expliquait grosso modo qu'après ces 25 ans de gauche à Paris, si on se tournait vers Emmanuel Grégoire, ça serait du Anne Hidalgo en pire. On écoute Rachida Dati et je vous fais réagir dans la foulée. C'est 25 ans de gauche à Paris, avec le bilan qu'on connaît. Tous les sondages démontrent, la majorité des Parisiens sont très insatisfaits du bilan de cette gauche à Paris. Quel est le résultat ? Près de 150 000, c'est 136 000, je crois, Parisiens qui ont quitté Paris. C'est près de 50 000, c'est 40 000 et quelques enfants qui ont quitté les écoles parisiennes. Donc il y a un désamour pour Paris qui s'est créé. Des écoles entières ferment à Paris. Je ne me résous pas à ce qu'une ville comme Paris se vide de ses forces vives. Là, nous vivons un moment historique. C'est la première fois depuis 25 ans que la droite et le centre peuvent l'emporter à Paris. Et je le dis, il y a du monde autour de nous. Il y a sans doute des Parisiens. Cette élection, elle est historique. Nous pouvons l'emporter, nous pouvons changer Paris. Mais je le dis, dès le premier tour, le vote utile est dès le premier tour. Toutes les candidatures que je dis de témoignages, ils n'ont aucune chance de gagner. Cette question du vote utile, on va y revenir longuement et puis vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, est-ce que ça implique d'abord sur ce bilan et sur ce que dit Rachida Dati. Oui, tout d'abord, juste pour revenir sur cette élection, elle est historique cette élection, comme elle l'a dit justement, c'est Jacques Chirac en 1977. Cette élection en 2026, c'est une nouvelle élection. Tous les Parisiens vont pouvoir voter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va falloir incarner cette campagne. Jusqu'à présent, nous n'avions pas des candidats d'incarnation. Aujourd'hui, il faut incarner. On le voit à Paris, on le voit à Lyon, on le voit à Montpellier, on le voit dans toutes les grandes métropoles de France. Si vous n'incarnez pas auprès d'une majorité de Français, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant avec... C'est vrai que ça n'a pas toujours été nécessaire pour les élections. Ça n'a pas toujours été nécessaire. De proximité, notamment les élections municipales. Absolument. Et c'est une première à Paris. Je pense qu'il faut vraiment le souligner. Avec la modification du mode de scrutin. Avec la modification du mode de scrutin. Suite à la loi PLM, tout à fait. Suite à la loi PLM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une campagne qui ne va pas être une campagne de techno, qui ne va pas être une campagne à petit bruit, une campagne de petites thématiques. C'est une campagne qu'il va falloir incarner. Il va falloir raconter un récit aux Parisiens. Moi, j'entendais un des candidats la semaine dernière je vais parler aux étudiants, je vais parler aux migrants, je vais parler aux gays, etc. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que Paris, vous avez des grands sujets, des grandes thématiques. Vous avez la thématique de l'insécurité. C'est finalement peu importe les programmes. Non, je dis qu'il ne faut pas aborder cette campagne sous une thématique purement communautaire. Je veux dire que c'est une nouvelle campagne. Tout le monde va aller voter pour un projet, pour un récit. Et dans ce récit, une tête d'affiche, un projet et un récit. Une tête d'affiche, un projet, un récit. Non, mais le sujet, c'est comment améliorer le quotidien des Parisiens. Et justement, j'y viens. Voilà. Mais si vous n'avez pas de récit, prendre comme on le fait depuis 20 ans de la politique à la petite cuillère en disant je vais améliorer ci, je vais améliorer ça. Non, il faut parler. Pierre-Yves Bournazel et Emmanuel Grégoire. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde sur des grands thèmes. Une ville qui est déjà propre
et plus en matière de sécurité, avec une police municipale armée, qui est le souhait d'ailleurs des Parisiens, comme de toutes les grandes villes. En fait, mais les grandes thématiques, on est d'accord. La thématique de l'insécurité, la thématique du logement, la thématique de la propreté, la thématique de la dette, parce qu'on le voit dans les sondages d'opinion qu'on fait avec Frédéric Dabi, la dette est un sujet... Et c'est ce que nous a rappelé Marie-Cécile Renaud. Est un sujet qui monte, qui préoccupe les Français depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc ça... Oui, et puis quand on voit que le pouvoir d'achat se contracte, pardon, mais c'est énervant de voir la gestion des finances publiques aussi mal menée. Aussi mal menée. Mais ce qui est intéressant avec Rachida Dati, c'est son parcours, parce qu'il est atypique. Elle vient d'un milieu populaire, une famille de 12 enfants. Elle est d'origine immigrée, marocaine. Elle est l'histoire d'une méritocratie républicaine. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les valeurs portées par les uns sont opposées à celles des autres. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est une candidate qui idéale pour la gauche. Idéale pour la gauche. Et c'est une candidate de droite et du centre. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est un peu à front renversé. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont parfois dans des moules ou j'allais dire, des comportements un peu traditionnels. Et puis là, on a une candidate un peu irruptive, mais comme Madame Knafo. Knafo, on va en parler. Donc c'est une élection de rupture, excusez-moi. C'est une élection, nous sommes dans la rupture pour cette élection-là. C'est-à-dire que Emmanuel Grégoire doit créer une rupture avec Anne Hidalgo. Il doit à la fois créer une rupture... Mais est-ce qu'il le souhaite et assumer une continuité. Mais parce qu'il n'assume pas le bilan. Il a beau le vouloir. Emmanuel Grégoire n'assume pas le bilan alors qu'il a été premier adjoint pendant 6 ans. Voilà, il est à la fois Dr Jekyll et Mr Hyde, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il continuerait la politique d'Anne Hidalgo. Oui, ça paraît évident. Mais il a beau vouloir faire oublier qu'il a été dans l'équipe d'Anne Hidalgo, avec qui d'ailleurs il est en froid, puisque Anne Hidalgo, je vous le rappelle, a choisi le sénateur Rémi Féraud lors des primaires socialistes, au détriment de son ancien adjoint, et qu'elle n'a même pas dit un mot, qu'elle n'a pas prononcé son nom lors de ses vœux. Donc ils sont en froid, mais il n'empêche qu'il est porteur de l'héritage de cette équipe. Il a été, vous le disiez, Madame Evren, 12 ans élu de cette majorité, il a été 6 ans premier adjoint d'Anne Hidalgo. Comment peut-il se dissocier de ce qui a été fait? Et c'est vrai que c'est un peu étonnant quand sur le terrain, on le voit promettre aux migrants de leur trouver à des sans-abri, de leur trouver un logement. On se dit, mais que ne l'a-t-il pas fait depuis 10 ans? Donc, en fait, il est lié, oui, il est lié à cet héritage, même s'il veut marquer une rupture, mais c'est compliqué de le faire. À l'occasion de son premier meeting, il a d'ailleurs réaffirmé sa priorité au logement social notamment. Ça nous a donné une séquence intéressante sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France au Grand Palais. On écoute Rachida Dati nous parler du logement social et de sa position sur le sujet. Je suis une enfant du logement social. Mais si le logement social, c'est de mettre de la pauvreté, de la misère et de la difficulté, c'est du ghetto. Moi, j'ai vécu le logement social et le ghetto. Je vais vous dire, ça ne fonctionne pas. Ça fracture. Ça évidemment bouleverse une ville. C'est pas étonnant que les Parisiens ont quitté Paris. Pas de logement social à Paris, donc, Agnès Evren. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est que dans certains quartiers, y compris dans le 15e arrondissement, parfois, on a des ghettos, 93% de logement social dans un même secteur. Et c'est là où, en fait, il n'y a pas de mixité sociale. Donc, c'est juste un enjeu, tout simplement, comme on dit, de bien vivre ensemble. Et le sujet avec Emmanuel Grégoire, c'est d'ailleurs qu'il a lui-même, en fait, reconnu qu'il y avait des ratés dans le bilan d'Anne Hidalgo, parce qu'en fait, il essaie tout simplement de se défausser, parce qu'il voit bien que le bilan est totalement décrié, c'est indéfendable. Le bilan, pour moi, de la gauche depuis 25 ans est le principal boulet, en fait, de cette majorité sortante. C'est pour ça qu'il faut un changement. Mais ça reste sa priorité. Et ça reste sa priorité parce que moi, il me fait presque de la peine, en fait, Emmanuel Grégoire, parce qu'il n'a ni bilan à défendre, ni projet à proposer. Quel est son projet? En dehors de dire, oui, évidemment, la sécurité, il faut renforcer la sécurité, sauf que je rappelle qu'il a voté contre la police municipale armée. Je rappelle qu'il a voté pour tous les budgets depuis qu'il est premier adjoint et depuis qu'il est élu, en fait. Donc c'est délicat aujourd'hui de se positionner en opposition à ce qu'on a défendu pendant des années. C'est ça. Il est l'héritier de cette majorité. Comment peut-il être l'homme du changement ?
Voyez, et donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que sa candidature n'est absolument pas crédible. Et surtout, Dans les sondages, il reste au-dessus de Rachida Dati. Alors, de très peu de points, 2 points sur les derniers sondages. Mais il reste, avec cette alliance, notamment avec les écologistes, légèrement au-dessus. Mais il est très en dessous, en fait, parce que Anne Hidalgo, à la même époque, en fait, il est à 30% toute la gauche rassemblée. Anne Hidalgo était à 40%. Et donc, en fait, c'est vraiment très, très faible. Il n'a, encore une fois, je le redis, il n'a pas de projet pour Paris. Aujourd'hui, et c'est encore plus grave, c'est même pas un désaccord politique, c'est une question de valeur. Il a été élu député dans une alliance de la honte avec la France insoumise. Et la gauche et l'extrême gauche ne sont jamais d'accord. Il a promis qu'il n'y aurait pas d'alliance dans ce scrutin avec la France insoumise. Il y a un principe de réalité. Quand ils ont besoin, ils savent parfaitement bien se retrouver pour conserver les postes et conserver les places. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très lucide. Vous disiez ni bilan, ni projet, et moi, je rajouterais même et une très faible notoriété. Il est là depuis 12 ans. On pourrait penser qu'il pourrait surfer sur une incarnation. Vous parliez de l'importance de l'incarnation. Il a peut-être une notoriété de terrain, mais une notoriété. Peut-être que les Parisiens, dans certains arrondissements, le connaissent. Je ne sais pas si vous avez vu ces images cruelles où il était sur le terrain avec Bertrand Delanoë et les Parisiens autour disaient mais qui est cette personne près de Bertrand Delanoë? Ça, c'est inquiétant. C'est terrible. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait le bilan un peu politique et qu'on regarde les sondages, en effet, par rapport à la dernière élection municipale, la gauche réunie, c'est-à-dire les socialistes et les Verts, perdent 10 points. Ils étaient à 40, ils sont à 30, entre 30 et 33. Tout à fait. Rachida Dati, lors des dernières élections municipales, elle était à 22,7 à peu près. Oui, elle est aujourd'hui à 28. Donc sur la ligne de départ, la gauche perd des points et la droite a plutôt de l'avance. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que le bilan, finalement, de la gauche à Paris n'est peut-être pas si bon que ça. C'est une observation. Juste une chose, c'est parce que justement, Rachida est la seule qui incarne en fait une candidature de rupture avec l'équipe en place. Et c'est ce que souhaitent les Parisiens. C'est d'ailleurs ce qu'elle faisait au Conseil de Paris régulièrement. Exactement. Quand on appelle au vote utile, Brice Ockol, j'aimerais qu'on décortique un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que Rachida Dati est consciente que certains n'avaient ou n'ont toujours pas prévu de voter pour elle au premier tour, qu'ils voteraient par exemple pour Pierre-Yves Bournazel. Elle leur dit non, peut-être que, comme elle le disait tout à l'heure en introduction, vous ne m'aimez pas, mais il faut que vous votiez quand même pour moi pour qu'on y arrive. Oui, alors moi je suis très réservé sur le vote utile. Il faut voter utile dès le premier tour. Enfin, tous les candidats souhaitent arriver en tête au premier tour d'une élection parce que ça les rassure. Néanmoins, il ne faut jamais oublier les seconds tours. Vous pouvez arriver vraiment devant, et ça s'est arrivé dans de nombreuses collectivités, dans des élections municipales, vous arrivez largement devant, même parfois à 47%, et vous êtes battu au second tour parce que vous n'avez plus de réserve de voix. Et donc, il faut faire attention, il faut trouver, si vous voulez, un juste équilibre entre la dynamique, enclencher une dynamique au premier tour, et en même temps rassembler au second tour. Suffisamment au second tour. Alors justement, sur cette idée de rassembler au second tour, Marie-Cécile Renaud, Pierre-Yves Bournazel, dans son livre « La bataille pour Paris », il n'a pas été tendre avec Rachida Dati, il a parlé d'elle comme d'une personne en état d'ébriété narcissique. Je passe d'autres termes peu élogieux. On imagine difficilement une alliance naturelle. C'est vrai que c'est un peu curieux. Il a eu des propos très durs donc, dans son livre à l'égard de Rachida Dati. Donc, bon, on se dit ça va être compliqué de faire une alliance au second tour. En même temps, il ne veut pas il réaffirme à longueur de journée qu'il ne fera pas alliance avec Emmanuel Grégoire. Il veut tracer une sorte de troisième voie, se poser en faiseur de roi, mais on voit bien ça a du mal à décoller. Lui aussi, il a une notoriété qui est assez faible à Paris. Et donc, ça marche plus les candidats comme Pierre-Yves Bournazel. En plus, au niveau national, ça posera un problème à Édouard Philippe. À Édouard Philippe. Parce que si Pierre-Yves Bournazel c'était une étiquette positive aujourd'hui de dépendre d'Édouard Philippe. Si Pierre-Yves Bournazel fait perdre la droite, ça va être difficile pour Édouard Philippe ensuite de défendre, se défendre sa position de droite à l'élection présidentielle. Mais ça reste un candidat sérieux qui connaît bien ses dossiers et qui a lui un vrai projet pour Paris. Bien sûr. Alors monsieur a tout à fait raison. Vous savez, la politique c'est injuste. C'est d'abord et avant tout de l'incarnation. Et encore plus dans cette élection parce qu'on assiste à une starification en fait de l'élection puisque désormais les Parisiens votent directement pour le maire de Paris. Et Rachida, sa force, c'est qu'elle incarne tellement l'opposition à la gauche en place qu'elle a invisibilisé en fait toutes les autres candidatures. Et moi, j'étais la candidate de Rachida Dati dans le 15e aux dernières municipales en 2020. J'étais d'ailleurs arrivée en tête. Et
malheureusement, on n'a pas réussi. En fait, on s'était affronté avec Renaissance au premier tour et on n'a pas réussi à se retrouver au second tour et on a laissé l'équipe en place poursuivre sa politique de déclin. Là, c'est ce que Rachida Dati veut éviter. Et c'est ça. Et moi, je regrette la candidature de Pierre-Yves parce que oui, c'est quelqu'un de solide et sérieux, mais en fait, toutes les voix qui seront données à Pierre-Yves Bournazel au premier tour, ce sont des voix offertes tout simplement à la gauche. Et c'est pareil pour Sarah Knafo, parce que vous savez, les électeurs de droite, ils se posent une seule et unique question. C'est qui est capable aujourd'hui de faire gagner les idées de la droite, parce qu'il y a une demande de droite à Paris, on le sent, comme en France d'ailleurs. Ça ne peut pas être Pierre-Yves Bournazel qui l'incarne. Et Sarah Knafo non plus, parce que certes, elle a du talent, Sarah Knafo, mais la vérité, c'est qu'elle est prisonnière de l'image très clivante de Reconquête, en fait. Et la seule qui, aujourd'hui, et pour la première fois, a une opportunité unique, historique et crédible de faire basculer aujourd'hui Paris à droite, c'est Rachida Dati. Et donc moi je dis juste qu'en fait, oui, il faut un vote utile pour éviter les triangulaires en fait dès le premier tour. Il faut que ce soit plié dès le premier tour. Parce que moi sur le terrain, encore ce week-end dans le 15e, on me disait Madame Evren, ne vous inquiétez pas, je voudrais pour Madame Dati au second tour, mais d'abord je vais voter pour Sarah Knafo. Parce que c'est la rationalisation des dépenses publiques, les impôts locaux. Oui, on a découvert son programme, puisque quand elle a annoncé sa candidature sur le plateau du 20h, on savait finalement assez peu de choses, si ce n'est qu'elle promettait une ville heureuse. Elle a décliné les contours de son programme. Elle va très loin. Taxe foncière divisée par 2, taxe d'enlèvement des ordures ménagères divisée par 2, baisse des frais de notaire, 10 milliards d'économies, c'est absolument énorme. Honnêtement, elle n'a pas l'expérience. Rachida, elle a été maire du 7e pendant des années. Je veux dire, elle est là, elle incarne l'opposition. Honnêtement, encore une fois, je le redis, elle a certes du talent, mais elle n'a pas l'expérience pour être une maire de Paris après 25 ans de gauche. Oui, c'est un métier en fait, finalement, c'est ce que vous nous dites. Oui, encore une fois, ça dépend. C'est quand même assez complexe. Une réaction sur cette candidature quand même qui fait beaucoup parler. Elle a du talent, elle est identifiée, elle incarne avec sa robe jaune, tout le monde l'a repérée, elle se revendique d'ailleurs souvent du maire de New York. Est-ce qu'elle lui a volé ses codes ? Un peu, même si tous les opposent sur le plan des idées. Mais le maire de New York, il était à 3% il y a un an et il a fini par gagner. Donc, bon, elle le cite souvent. Donc, elle a effectivement du talent à la fois sur le fond et sur la forme, mais elle a 32 ans, elle est brillante, c'est une eurodéputée, mais effectivement, elle n'a pas d'expérience de mandat local, alors que Rachida Dati peut maire du 7e arrondissement, on le rappelle. Elle a son passé de ministre, elle a son bilan comme garde des Sceaux, où elle a mené quand même à bien la réforme de la carte judiciaire, elle avait mis en place les peines planchées, etc. Et donc un sacré CV elle peut mettre ça en avant. Oui, et puis je pense que Sarah Knafo, pour elle, la mairie de Paris, c'est un petit marchepied. C'est-à-dire je pense qu'elle est plutôt dans un horizon politique que sont les élections présidentielles. Donc elle se dit qu'il faut que ça marche bien, là. Elle construit une image. Paris lui permet de construire une image. Vous vous attendiez à ce que ça soit cette image qu'elle construise, une ville heureuse avec des codes, pardon de parler comme ça, mais une direction artistique assez original. Assez original, mais en même temps, quand on regarde son programme, voilà, c'est un peu le programme de Milei, c'est un peu un programme identitaire et communautaire. C'est ce que porte son parti. Mais il y a quand même beaucoup de points communs, avec ce que demande Rachida Dati. La fin de la gabegie, l'insécurité, la saleté, le désordre. Oui, mais la fin du plafonnement des loyers, il y a beaucoup de points communs. Voilà, il y a du commun, mais il n'y a pas que du commun. Enfin, qu'est-ce qui les distingue ? Elle va être identifiée vraiment sur un volet plus communautaire. Je pense qu'elle va faire des voix dans le 16e, dans le 17e arrondissement. Je pense que Rachida Dati, de par son parcours, encore une fois, de par ce qu'elle est, de par sa personnalité, aujourd'hui, peut aller dialoguer avec n'importe qui à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le 18e, dans le 16e, dans le 17e. Elle a cette capacité-là, parce qu'elle a une expérience politique, parce qu'elle a une personnalité. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle élection, il ne faut pas parler qu'à son petit cœur d'électorat, il faut parler à l'ensemble des Parisiens. Et c'est ce qu'ils sont peu à savoir parler à l'ensemble des Parisiens. Emmanuel Grégoire, par exemple. Absolument. Une réaction peut-être sur les attaques plus ou moins frontales entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Ça fait évidemment partie du jeu de la campagne. Quand Emmanuel Grégoire, dans son premier meeting, dit que Rachida Dati veut transformer Paris en labo facho, ça vous agace ? Mais ça, je trouve ça le degré zéro de la politique. Parce que c'est vrai que quand on n'a ni bilan ni projet, eh bien, malheureusement, on y va vers des attaques personnelles. Je trouve ça vraiment déplorable. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un risque demain de radicalisation de Rachida Dati Mais qu'est-ce qu'on appelle radical en fait ? Les Parisiens veulent des solutions radicales tout simplement. Rachida, comment est-ce qu'on peut honnêtement je trouve ça sidérant, en fait, qu'on puisse même... Et d'ailleurs, elle l'a dit, elle a été très claire. La liste du premier tour
sera la même au second tour. C'est-à-dire que toutes les alliances, en fait, les procès d'intention, tout ça est totalement pipeau. C'est uniquement pour essayer de la cornériser en disant attention, c'est la droite de la radicalité. Mais ça veut strictement rien dire. Et en ça, on peut avoir confiance, la liste du premier tour sera la même que celle du second complètement, tour. Elle l'a redit hier à la Maison de la Mutualité. Les choses sont très très simples. Avec nous, c'est la clarté absolue, et c'est ce qu'elle a redit hier. La liste du premier tour sera identique à celle du second tour. Voilà, il n'y aura pas d'alliance sous le manteau, sous la table. Et puis de toute façon, vous savez, c'est une élection, encore une fois, en direct pour la maire de Paris. Donc on n'est pas propriétaire des voix non plus des électeurs, et donc les électeurs voteront directement. Juste pour répondre à votre question, ça fait 20 ans, 25 ans qu'une partie de la gauche stigmatise ses opposants en les traitant de fascistes, de trumpistes. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, le Rassemblement national, dans les études d'opinion, il est entre 30 et 40%. Donc ça ne fonctionne pas. Ce que je pense qu'une partie de la gauche n'a pas encore compris, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, en général pas que les Parisiens, c'est du pragmatisme. Voilà, on laisse au vestiaire les idéologies, et on veut du pragmatisme. Et c'est pour ça qu'en fait, la défiance à l'égard des élus nationaux est si importante. C'est-à-dire que les Français se rendent compte qu'ils ont confiance en leurs élus locaux, majoritairement de proximité, parce que vous réglez des problèmes de proximité. Ça se voit. C'est concret. Les élus locaux sont à l'écoute. Ils font des choses plus proches, ils d'un point de vue réalisent, tout à fait pragmatique. Bien sûr, ils sont plus proches, ils sont en proximité, et ça, les citoyens le voient. Et je pense qu'aujourd'hui, faire une campagne électorale vertueuse et gagnante, c'est répondre au quotidien de nos concitoyens avec, si vous voulez, une logique pragmatique et non plus idéologique. Marie-Cécile Renaud, quand on voit les propositions de Sarah Knafo, elles sont très ambitieuses, notamment sur ces économies pour le fonctionnement de l'hôtel. 10 milliards d'économies. Rachida Dati a dit sur notre plateau vendredi que 10 milliards, c'était impossible et qu'il fallait revenir à du pragmatisme et aller certes sur des économies. Elle en veut aussi, mais dans des proportions plus raisonnables. 10 milliards, c'est beaucoup, oui, puisque le budget de la ville de Paris, c'est 10 milliards par an. Donc, vous voyez, ça représente une année d'économie. C'est énorme. Elle veut couper dans les effectifs, elle veut couper par 2 les effectifs de la mairie de Paris. Elle veut vendre aussi une partie des logements sociaux de Paris, ce qui ferait rentrer... elle veut vendre 10% du logement social à la main de la mairie. Recettes en plus. Ça fait des recettes en plus, ça ferait 8 milliards d'euros de recettes en plus pour la ville. Et elle donnerait la priorité aux occupants qui pourraient devenir propriétaires et acheter. Son but aussi, c'est de déplafonner les loyers, donc ça permettrait de faire revenir des logements sur le marché. Et avec cette offre plus importante, espérer une baisse des loyers. Enfin bref, elle a beaucoup de projets. Il y a quand même des leviers qui permettent d'expliquer ces économies, même si vous aussi ça vous paraît ambitieux. C'est ambitieux, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre la barre un peu haut pour réussir arriver ce pari du... Alors après, elle a aussi des projets un peu ambitieux. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet de rendre les voies sur berge aux voitures et de couvrir les voies sur berge avec une dalle qui serait une promenade piétonne. Donc ça, c'est un projet... voilà, il y a des candidats qui ont pas trop de programmes et peu de projets. Là, il y a de la matière. Mais ça ressemble aussi au tempérament de Sarah Knafo. Elle est très subversive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle fait des propositions assez qui détonnent, tout simplement. Et le fait de consulter les Parisiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Des problématiques qui sont exposées. C'est pas aussi simple. La politique, en tout cas, apporter des solutions, c'est pas des slogans. C'est très simpliste parfois, je trouve, ce qu'elle propose. Rachida Dati, sur les fonctionnaires, il y a 52 000 fonctionnaires, mais encore une fois, que font-ils quand on voit l'état de saleté de Paris, l'insécurité grandissante ? Et donc, ce qui compte en effet, c'est de rationaliser le nombre de fonctionnaires, sans enlever ceux qui sont sur le terrain, mais un peu moins de surbureaucratie. Bien sûr. Et ça, c'est tout simplement l'utilisation intelligente et efficace de l'argent public. C'est une forme de bon sens, pardon. Mais c'est le bon sens, c'est l'argent public, tout simplement. Sur la consultation des Parisiens, je vous regarde tous les deux, est-ce que c'est une bonne idée, au fond, d'aller demander leur avis directement à ceux qui vivent la ville ? Mais oui, c'est une très bonne idée, sauf que pour l'instant, toutes les consultations qui ont été faites par Hidalgo ont été des échecs totaux. Des flops même, si je peux me permettre. Je me souviens des trottinettes. Non mais je pense que les citoyens veulent... Les rues au jardin. Ne veulent pas prendre la parole uniquement tous les 6 ans. Je pense que sur un certain nombre de projets, pendant le mandat électoral,
il est bon d'aller consulter nos concitoyens. Alors comment on dope la participation ? Sur des projets significatifs. Ça peut être des projets d'arrondissement, ça peut être des projets de quartier, ça peut être des projets de rue, mais ça fait partie de la démocratie, cette nouvelle démocratie participative. Il y a la démocratie représentative et la démocratie participative. Et je pense que tout ça fait vivre une vie, et le fait que les citoyens participent à la chose publique, ça ne peut être que positif. Saracnafo a promis de faire des référendums sur tout projet de plus de 10 millions d'euros. Exactement. Donc sur les grosses... Ça fait beaucoup de référendums et beaucoup de consultations. Ça fait 80 à peu près. Ça dépend, dit-elle. Si je ne fais qu'un projet de plus de 10 millions d'euros, je ne ferai qu'un référendum. On aura l'occasion évidemment de continuer à en parler sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents pour cette discussion dans Bienvenue en Ile-de-France, et on passe tout de suite à l'entretien culture. Au Théâtre de Poche, l'un des plus beaux romans de Victor Hugo renaît sur les planches dans une adaptation de Clémentine Youdanski et de Elia Birman, une plongée intime et vertigineuse dans les tréfonds de l'âme humaine grâce à un monologue haletant. On est ravis de vous avoir tous les deux en plateau avec nous. Clémentine Youdanski, vous êtes metteuse en scène, et Elia Birman, vous êtes comédien. On est ravis de vous avoir. Tout part d'abord du roman de Victor Hugo. C'est un roman absolument magnifique. J'aimerais comprendre le lien que vous entreteniez avec ce livre. Est-ce que vous l'avez relu? Est-ce que vous l'aviez déjà lu? Comment est-ce que vous l'avez redécouvert? Honneur aux dames, peut-être. Alors, je vais laisser Elia commencer, parce qu'en fait, l'envie d'adapter ce roman est d'abord venue de lui. Alors, comment vous est venue cette envie? Il y a d'abord eu effectivement le fait que Victor Hugo est exilé sur l'île de Guernesey suite au coup d'État de Napoléon III. Et puis, il y a eu la mort de sa fille avant, et là, il se met à écrire quelque chose de très personnel, et c'est d'ailleurs un roman qu'on connaît un petit peu moins que Les Misérables. Et il va raconter une histoire magnifique et rare. C'est pas le Victor Hugo qu'on connaît habituellement. C'est plus puissant, peut-être plus noir, moins moral. Une histoire d'un personnage un peu isolé, rejeté de la communauté, qui s'appelle Gilliatt, qui tombe fou amoureux d'une jeune fille. Et l'oncle de la jeune fille est propriétaire d'un bateau qui fait la jonction entre Guernesey et Saint-Malo. Et le bateau fait naufrage au milieu de l'océan, et l'oncle promet la main de cette jeune fille à qui pourra sauver et ramener la machine du navire. Et là, il part au milieu de l'océan. Et c'est l'histoire de ce combat d'un homme contre l'infini, contre la nature, contre le froid, la faim. Vous savez que j'ai des frissons, parce que c'est assez magique finalement ce que les thèmes et l'émotion qui ressort de cet ouvrage, et donc de cette pièce, puisque finalement vous avez parlé de l'humanité, vous avez parlé de l'infini, de ce qu'on ne peut pas expliquer, de ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas décrire. Ça vous a tout de suite touché également? Oui, en fait, nous, on cherchait à adapter. On aime beaucoup adapter les romans pour la scène. Et on cherchait un seul en scène. Et en fait, dans l'histoire de Gilliatt, cette espèce de combat incommensurable contre les éléments, on voulait que ça rejoigne la performance d'acteur, en fait. Et du coup, on a travaillé là-dessus, et c'est vrai que c'est une vraie performance d'acteur d'embarquer les spectateurs dans cette aventure. Parce qu'au début, on se disait, mais comment on va faire pour représenter sur un plateau de théâtre des tempêtes, des bateaux? C'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils ont fait sur une scène qui est intime pour réussir à décrire ce qui est une épopée, ce qui est la traversée d'une vie, toutes ces émotions, ces décors, et puis ce rythme aussi qui est extrêmement haletant au travers d'un monologue. C'est quand même un sacré pari pour vous. Et puis le texte d'Hugo est aussi magnifique que compliqué. Bien sûr, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a trouvé avec la mise en scène et avec le travail de scénographie des moyens de pouvoir se retrouver ensemble avec les spectateurs au milieu de l'océan. Ça, c'est génial. Dans une tempête, avec tous les effets qu'on peut imaginer. Et c'est surtout ce qui est très agréable, c'est qu'on démarre sur effectivement une relation avec le public, une relation d'auteur, et petit à petit, je deviens les personnages. On se retrouve au milieu de la tempête, il y a du tonnerre, il y a tout ce qui donne un accent de réalité à une situation où un personnage se retrouve au milieu de l'océan en difficulté. Donc c'est très haletant, on va dire. Hein. Mais on a cherché au contraire à être assez simple dans la scénographie pour que justement la langue d'Hugo puisse prendre toute sa place et que les personnages puissent en fait imaginer eux et créer leurs propres images. Et donc on s'est dit on va pas mettre de la mer sur le plateau, on va pas mettre un vrai bateau. Et donc la scénographie c'est essentiellement des planches de bois, des escabeaux, et ça crée une espèce de vaisseau fantôme
qui peut, au fur et à mesure de l'histoire, se transformer. Voilà, Elia va utiliser les Vous éléments exploitez, tout à fait. pour créer d'autres espaces. Et en fait, c'est vraiment l'écriture et la force de l'acteur qui va emmener les spectateurs. Et c'est très physique Avant tout. aussi, il y a des moments de course. Vous devez être épuisé à la fin. C'est un exercice à la fois physique et mental, parce qu'il y a quand même 70 pages de texte. Moi, à je peu suis près. très, très, très admirative de votre mémoire, absolument hors norme, et de cette capacité à incarner, à être tout entier ce personnage, mais aussi les autres. Et puis tantôt narrateur, et puis à vous souvenir des différents, vous parliez tout à l'heure de l'exploitation de la scénographie, à faire vivre cette scène, c'est un travail phénoménal. Oui, puis c'est une très belle, à la fois c'est un roman, c'est le roman où il parle de la nature, de l'homme face à l'infini, et on a fait ce pari d'essayer de faire exister sur un plateau l'infini, on va dire, et un combat infini. Et c'est un combat d'amour, c'est un amour fou pour la nature, et puis l'amour du Pour la mer personnage. et l'amour. Et la mer. Il faudrait donc que pour sauver cette machine, un homme alla au rocher d'Ouvre et qu'il alla seul dans cette mer, seul dans ce désert, seul à 5 lieues de la côte, seul dans cette épouvante, seul des semaines entières, seul dans le prévu et l'imprévu, sans ravitaillement dans les angoisses du dénuement, sans secours dans les incidents de la détresse, l'homme qui tenterait cela serait plus qu'un héros, ce serait un fou. Qu'est-ce que c'est joli. Et ça dit tout finalement. Est-ce que cet homme, est-ce que vous jouez, avant de jouer qui que ce soit d'autre, vous jouez un fou d'amour, un fou d'amour de la nature, des éléments, de ce qu'il dépasse, un homme qui est à la quête de quelque chose qui nous anime peut-être tous, mais qu'on n'a pas toujours le courage de vivre. Ouais, je pense pas que... Je ne joue pas un fou, mais je joue quelqu'un qui est embarqué dans quelque chose qui le dépasse. Et petit à petit, que ce soit la musique, que ce soit la course, à un moment je me mets à courir sur scène, que ce soit le rythme des vagues et de la mer, il va être embarqué lui-même dans un combat infini et que je fais vivre avec les spectateurs. Moi, je me suis noté des mots-clés: épopée, combat, périple. Est-ce qu'on est quand même dans... Moi, j'avais l'impression de regarder quelque chose d'assez épique, d'être tout le temps emporté dans l'histoire, dans ce qui allait se passer. Et en même temps, il y a cette poésie des mots. Comment est-ce qu'on jongle avec ça? C'est ça, c'est un aller-retour entre une grande aventure, un grand périple, et en même temps, ça raconte des choses très intimes. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça parle très fort aux gens. C'est que ça parle d'amour, et l'amour, ça concerne tout le monde, même si on ne part pas sauver un bateau en pleine mer. Donc c'est vraiment ce va-et-vient entre des choses qui nous dépassent et des choses qui sont vraiment intérieures, en fait. Donc le pouvoir d'identification de ce texte et de cette pièce est réel, et surtout, il nous est très intime. On peut, malgré tout, se l'approprier comme on le souhaite. Bien sûr. Exactement, il y a des gens qui sortent vraiment bouleversés du spectacle. On sent que ça leur a parlé de manière vraiment très très personnelle. Alors que Gilliatt, il est présenté comme un héros, quelqu'un d'assez exceptionnel, mais en fait, il ressemble, je pense, à chacun de nous. Et puis c'est un don de lui-même qu'il fait dans cette histoire. On ne va pas raconter la fin. Bien sûr. Mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est que de réussir quelque chose, qu'est-ce que c'est que de rater. Parce que rater, c'est vraiment rater. Voilà, il remet un peu beaucoup de choses en question dans ce roman qui est assez fort parce que pas convenu, quoi. Faut vraiment venir l'entendre, je pense. J'imagine que c'est un projet qui a beaucoup plu à Sylvain Tesson, qui est un amoureux de la nature, de cette immensité qui nous dépasse. Ça colle quand même avec beaucoup de choses qui l'animent. Oui, je pense que ça peut lui plaire. Normalement, il va venir. Il n'a pas encore vu le spectacle, mais on l'attend avec impatience. Je suis assez convaincue que c'est un contenu et un message qui le toucheront personnellement. On s'est croisés, on en a parlé ensemble, et oui, il va venir et il est très enthousiaste. Est-ce que vous diriez aussi que c'est une manière d'aborder une forme de solitude? Parce que là, on parle beaucoup d'amour, de nature, de ce périple, de cette aventure vers l'immensité. Moi, je trouve qu'il y a aussi, et c'est assez génial donc d'être face à un monologue quand on est spectateur, il y a ce que l'immensité représente pour l'être humain que nous sommes, et donc cette solitude finalement qui nous est imposée. Ce qui est très beau, c'est que c'est effectivement, on parlait d'histoire d'amour, on parle de solitude. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui est rejeté. Il est sur cette île et c'est quelqu'un qui n'est pas accepté. Et son combat pour essayer de ramener la machine du navire et d'épouser la fille dont il est amoureux, c'est aussi un combat pour être intégré. Et donc c'est un double combat, quoi. Une histoire d'amour, une histoire de lui-même, une histoire d'amour propre. Et c'est ça qui rend ce mélange des éléments aussi puissant dans l'écriture de Victor Hugo et dans le spectacle. Donc il y a beaucoup de Victor Hugo lui-même.
oui. Oui. C'est quelque chose qu'on peut affirmer. C'est très personnel comme roman, ça se sent tout de suite. C'est pas autobiographique, mais c'est très intime. Oui, c'est très intime. Bien sûr, Et oui, c'est il a très mis personnel. beaucoup de lui dans ce personnage-là, c'est sûr et certain. Le mot pieuvre, parce que ça vient de ce roman, Oui. le mot pieuvre n'existait pas avant le roman. C'est pas vrai. Non. C'est lui qui l'a inventé ? Il l'a pas inventé, il l'a intégré dans la langue française. C'est incroyable. C'était un terme qui était utilisé dans les îles anglo-normandes. Oh, en fait, c'est c'est joli. un terme guernesien. D'accord. Et il est allé voir les marins pour leur demander comment on disait le mot pieuvre. Qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole que vous avez dans le bateau ? C'est ça, comment on disait le mot poulpe. D'accord. Et on dit pieuvre. On dit pieuvre. Il a fait la description du combat de la pieuvre, entre Gilliatt et la pieuvre, Oui, que vous verrez aussi dans le spectacle. dans le spectacle, tout à fait. Et du coup, ça a été tellement bien écrit que c'est intégré dans la langue Dans la langue française. quoi. C'est incroyable. c'est beau. C'est dire Aussi, l'impact tout- et toute la- l'héritage de Victor Hugo Oui, dans c'est nos vies. sûr. Et il y a également toute la description des outils qu'il Oui. utilise, qui sont également des termes marins guernesiais et qui permettent de rentrer complètement dans l'histoire. C'est tout à fait un observateur et un décortiqueur de son époque, de son temps et de ce qui l'entoure. Ça n'a pas changé. Vous disiez tout sûr, à l'heure ça, que c'est ce roman était différent des autres, c'est tout à fait vrai. Mais je trouve qu'on retrouve quand même chez lui cette qualité incroyable à nous décrire ce qui l'entoure. On regarde la bande-annonce ensemble et on revient pour continuer cette discussion dans 1 minute. C'est parti. See the laird's our convention, 'twas clever outsport. For the king's crown go down, there are crowns to be brought. Gilliatt. Ce mot était son nom. Il s'appelait Gilliatt. Ce matin de Noël où il rencontra Déruchette et où elle écrivit son nom en riant, Gilliatt rentra chez lui, ne sachant plus pourquoi il était sorti. Il se répondait « Voilà, je comprends, Déruchette est amoureuse de moi !» Il se disait « Mais elle aussi, elle pense à moi de son côté. C'est bien fait !» La Durande, le premier bateau à vapeur à avoir navigué dans la Manche, s'était perdu la veille sur le rocher d'Ouvre. Il faudrait donc que pour sauver cette machine, un homme allât au rocher d'Ouvre et qu'il allât seul dans cette mer, seul dans ce désert, seul à 5 lieues de la côte, sans secours dans les incidents de la détresse. S'il existait, Déruchette tourna la tête. « Je l'épouserai, dit-elle. L'évasion d'un homme est difficile. Mais quel problème que celui-ci? L'évasion d'une machine. » Gilliatt avait maigri. Ses cheveux et sa barbe avaient poussé. Les éclats de l'enclume rudimentaire et fort dangereuse dont il se servait lui avaient fait aux mains et aux bras de petites plaies, écorchures plutôt que blessures, mais irritées par l'air vif et par l'eau salée. Il avait soif. Il avait froid. Il avait faim. Peu à peu, et jour à jour, ses forces décroissaient. Les travailleurs de la mer et cette scène, vous nous expliquiez pendant qu'on regardait cette bande-annonce qu'aujourd'hui vous jouiez sur une scène encore plus intime et que finalement c'était encore mieux. Mais oui, c'est très impressionnant parce qu'on est au Poche Montparnasse, j'ai des spectateurs tout autour de moi Ouais. et en plus j'ai un plafond assez bas, Assez bas. juste au-dessus de ma tête et c'est assez fort parce que je me disais, j'ai eu l'occasion de jouer ce spectacle dans des plateaux assez grands, avec tous les mouvements de la tempête, tous les mouvements que j'ai pendant le spectacle, qui sont Vous assez leur physiques. préférez l'intimité. Et effectivement, l'intimité m'amène une intensité C'est une encore autre- plus forte. C'est une sacrée expérience pour les spectateurs. Ouais. C'est très immersif du coup. Un dernier mot sur ce qui vous fait vous dire que ce spectacle, cette mise en scène est réussie. L'émotion. Je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais oui, je pense que c'est l'émotion que ça crée chez les gens. En tout cas, on le voit quand ils sortent du spectacle. Écouter les paroles volées devant le théâtre et comprendre que l'émotion et le texte absolument magnifique de Victor Hugo ont été bien reçus par le public. Vous aussi, c'est ce qui vous touche? Oui. Bah, moi, je finis un petit peu sur les rotules, on va dire. J'imagine volontiers. Mais j'ai effectivement des échanges avec les spectateurs qui sont assez forts et assez généreux. Donc oui. Et on le comprend volontiers. On vous invite de tout cœur à aller découvrir ce spectacle absolument magnifique au Théâtre de Poche, ce roman de Victor Hugo qui renaît sur les planches, c'est absolument magnifique. On vous invite à y aller, les travailleurs de la mer. Merci beaucoup Merci à tous les beaucoup. deux et on passe tout de suite à l'histoire. C'est parti.
Le Figaro Histoire nous raconte l'exécution de Louis XVI. Geoffroy Caillé, merci beaucoup d'être avec nous. Après ce Grand Palais merveilleux, vous étiez sur scène avec moi jeudi. On va parler d'un événement bien connu de l'histoire de France qui s'est déroulé au cœur de Paris, place de la Concorde. C'était un 21 janvier, le 21 janvier 1793, la mort de Louis XVI, guillotiné à la suite d'un projet qui était, on peut le dire, joué d'avance devant la Convention. Qu'est-ce que les révolutionnaires comptent faire de Louis XVI juste après son arrestation ? Alors, quand Louis XVI est arrêté avec la famille royale aux Tuileries le 10 août 1792, le roi est captif. Il est emmené à la prison du Temple et le 21 septembre, l'abolition de la royauté est votée à l'unanimité par la Convention, donc Louis XVI n'est plus roi. Donc effectivement, que faire de ce roi qui n'est plus que Louis Capet dans les termes des révolutionnaires ? Est-ce qu'il faut le juger ? Est-ce qu'il faut l'exiler ? Saint-Just dit à la Convention, le roi est un ennemi, nous avons moins à le juger qu'à le combattre. Mais Robespierre répond, Louis ne peut donc être jugé, il est déjà condamné. Il est condamné ou alors la République n'est point absoute. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Voilà l'argumentaire. Les choses sont dites. Est-ce qu'il y a un procès qui est malgré tout organisé ? Oui, parce que Robespierre n'est pas suivi. La Convention décide que Louis XVI doit être jugé, qu'il faut qu'il y ait un procès. Ce procès commence, on le voit à l'écran, le 11 décembre 1792 par son interrogatoire et se termine le 26 décembre avec la plaidoirie de son avocat Raymond de Sèze, très célèbre, qui se termine par « Je cherche en vain parmi vous des juges et je ne trouve que des accusateurs ». Alors la Convention doit répondre à 3 questions s'agissant de Louis XVI. La première porte sur la culpabilité du roi avec 33 chefs d'accusation, notamment trahison avec l'ennemi. Le 15 janvier 1793, après la clôture du procès proprement dit, Louis XVI est déclaré coupable. La deuxième question, c'est sur l'appel au peuple. Faut-il ou non faire appel au peuple sur la question du procès du roi ? Et la sentence prononcée par la Convention, finalement, n'est pas ratifiée par le peuple. Cette motion est rejetée. Et la troisième question, enfin, portait sur le sort qui serait réservé au roi, qu'il soit ou non condamné. Et là, le député Langevin demande que la décision ne soit prise qu'à la majorité des 3/4, qui est conforme, une disposition qui est conforme au code pénal. Non, il n'est pas suivi. Comment va donc être réglé le sort de Louis XVI ? Alors ce verdict a été très long et probablement le plus long et le plus passionné de l'histoire de France, de l'histoire politique de la France. L'ambiance déjà, le banc et l'arrière-banc des sans-culottes parisiens sont mobilisés. Ils peuplent les tribunes, ils patrouillent dans les couloirs, ils menacent de mort des députés en faisant pression sur eux. Le scrutin est public et il s'étire pendant plus de 24 heures avec un résultat extrêmement serré puisque le 16 janvier, on annonce le résultat. Sur 721 votants, 361 députés votèrent pour la mort sans condition, parmi lesquels le duc d'Orléans, cousin de Louis XVI. 360 députés, eux, avaient choisi une autre option. Et enfin, c'était quoi ces autres options ? Les autres options, c'était une mort qui ne serait pas exécutée, c'est-à-dire qu'on vote la mort, mais finalement il y a un sursis à l'exécution, temporaire ou définitif. Et puis il y en a d'autres qui pensaient simplement à l'exiler, pourquoi pas, etc. Mais à la fin des fins, un dernier scrutin est organisé le 20 janvier, et là il pose la question directement de l'exécution effective de la peine, et lui donne 380 voix contre et 310 pour le sursis. Donc dès ce moment, le roi est condamné à mort et la condamnation doit être effectuée. Dans quel état d'esprit se trouve alors Louis XVI ? Est-ce qu'on le sait ? Oui, parce qu'on a eu des témoignages, notamment de Cléry, son premier valet, qui a écrit ses mémoires. Le roi ne se faisait aucune illusion sur l'issue du procès. Les mots de Robespierre donnaient bien le ton dès le départ. Depuis le début, il se préparait à comparaître devant Dieu. Le jour de Noël 1792, la veille de la clôture officielle du procès, alors que ses défenseurs travaillaient à leur plaidoirie, le roi, dans sa cellule, rédige son testament, un texte d'une grande élévation spirituelle. Et c'est intéressant parce que Louis XVI, on le sait, dans sa vie politique, a rarement dominé les événements. Il donne le sentiment de les avoir subis à chaque fois. Mais là, il a su, lui, dominer son malheur avec une dignité et un courage absolument extraordinaire. Et il confie à son cher Malesherbes, qui vient lui annoncer le verdict. « La nation est égarée et je suis prêt à m'immoler pour elle. Le sacrifice de ma vie est peu de choses à côté de sa gloire et de son bonheur. » Comment va se passer la dernière nuit du roi ? Alors son dîner lui est servi effectivement le 20 janvier vers 19h. Le roi a un dernier entretien avec l'abbé Edgeworth de Firmont.
vers 20h. Et ensuite, il demande à recevoir l'ex-famille royale, donc sa sœur Madame Élisabeth, sa femme Marie-Antoinette et les 2 enfants qui leur restent, c'est-à-dire Marie-Thérèse, future Madame royale, et puis le dauphin, le petit dauphin Louis-Charles, hein, c'est la peinture qu'on voit à l'écran. Ces adieux sont évidemment déchirants. Vers 23h enfin, la famille royale se retire et Louis XVI parle à nouveau avec son confesseur et se couche vers minuit et demi. Et à l'aube, le lendemain matin, 21 janvier 93, son valet Cléry vient le réveiller à 5h, puis le roi assiste à la messe célébrée par l'abbé de Firmont et il communie. Et enfin, vers 8h, des commissaires de la Convention viennent le chercher. Il faut à peu près 1 heure de préparatifs et vers 9h, il monte, non dans la charrette des condamnés, mais dans une voiture fermée de couleur verte qui lui a été prêtée à la demande du maire de Paris qui donne sa voiture au roi pour qu'il soit quand même distingué par rapport aux condamnés habituels. Et le roi monte dedans avec l'abbé de Firmont, escorté par 80 000 soldats et des canons placés tout au long du trajet. Paris est silencieux, tendu, il fait froid, plongé dans le brouillard et les autorités ont interdit vraiment toute manifestation favorable au roi sur le trajet. Quel est l'itinéraire que va suivre la voiture du roi ? Alors le roi part donc de la prison du Temple, hein, qui est dans l'actuel quartier de la République. Il traverse les grands boulevards et alors dans le quartier de Bonne-Nouvelle, sur les grands boulevards, le baron de Basse, qui est un royaliste, veut faire évader le roi, mais malheureusement avec l'aide de 300 hommes, sa manœuvre échoue. Mais il y a toujours au 52 rue de Borgard une plaque qui commémore vraiment la tentative du baron de Basse de faire échapper le roi. Louis XVI regarde la foule tout au long du parcours, il est debout dans la voiture, il ne tremble pas, il ne pleure pas. Beaucoup de témoins notent son attitude très calme, très recueillie, presque solennelle. Il est résigné. Il est résigné. Et il faut presque 2 heures pour arriver à la place de la Révolution, qui est évidemment notre place de la Concorde, ancienne place Louis XV. La guillotine est là, elle est posée à l'entrée des Champs-Élysées, donc sur le côté ouest de la place, quand on a le dos à notre Assemblée nationale. Et c'est là que le roi va être amené. Viennent alors les tout derniers instants du roi. Oui, vers 10h20, le roi descend de la voiture, il enlève son manteau aidé par l'abbé de Firmont et il gravit l'échafaud. Il refuse que le bourreau Samson lui lie les mains et puis il accepte finalement quand l'abbé lui explique que ça va éviter toute brutalité inutile s'il accepte. Et finalement, c'est la procédure bien connue, un assistant du bourreau découpe son col, coupe ses cheveux. Et à ce moment-là, le roi gravit les marches et il tente de prononcer un discours alors que les roulements de tambour sur l'ordre de la troupe se mettent en route. « Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Et à ce moment-là, les tambours vont de plus en plus fort parce que vraiment les autorités craignent un retournement de la foule. Là-dessus, les bourreaux, dont le fameux Samson, l'attachent à la planche, la lame tombe, la mort est instantanée et sa tête est brandie devant la foule. Là-dessus, le corps du roi est transporté au cimetière de la Madeleine, où il est enterré dans une fosse commune, avec, suivant la coutume, sa tête entre ses jambes. Quelle est la portée historique de la mort de ce roi, de la mort de Louis XVI ? Elle est très forte parce que cette exécution d'un roi par ses propres sujets au nom de la loi, immolé sur la guillotine finalement comme sur l'autel sacrificiel de la souveraineté du peuple, scelle vraiment la rupture définitive entre la monarchie et la Révolution. Elle choque par ailleurs profondément les monarchies européennes, qui elles sont toutes favorables évidemment à ce régime, et elle entraîne une coalition militaire contre la France qui va peser lourd. Elle marque enfin un basculement absolument irréversible dans la violence politique, parce que vous savez que dès les mois qui vont suivre, ça va être l'avènement de la terreur. Et puis on peut dire qu'à plus grande échelle, finalement, l'exécution de leur roi marque profondément la conscience politique des Français, jusqu'à aujourd'hui, parce que on se rend compte qu'ils semblent toujours à la fois orphelins de ce roi qu'ils ont tué et en même temps toujours prêts à l'exécuter de nouveau lorsque le président en titre, lorsque le titulaire en titre dépositaire du pouvoir ne leur convient pas. Ce qu'on retient finalement, c'est la grande dignité de Louis XVI dans ce moment et le fait qu'il ait été parfaitement résigné à ce sort. Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose quand on est roi ou est-ce que ça aurait pu en être tout à fait autrement ? Louis XVI a incarné jusqu'au bout l'idée qui se faisait de son métier de roi, son idée était conforme à ce qu'était le métier de roi. Oui, beaucoup de souverains l'ont répété.
Et c'est impressionnant de voir sur un plan humain qu'il ne s'est pas laissé dominer par les sentiments qui auraient été habituels à ce moment-là, c'est-à-dire essentiellement la peur. Hein, beaucoup de désarroi, beaucoup de peur, bien sûr. Beaucoup de désarroi, de peur de la part des condamnés à mort, surtout une mort aussi violente. Et le roi se domine jusqu'au bout. Il garde cette dignité extraordinaire qui, dans la mort, vraiment lui donne une aura que peut-être il n'a pas eue sur le plan politique de son vivant. C'est peut-être ce qui reste aussi de cet événement. Oui, je pense que c'est vraiment l'attitude du roi, ça, et puis son testament spirituel où on voit que vraiment il a l'œil fixé sur l'au-delà et que c'est devant Dieu finalement qu'il remet son âme et que le passage de la guillotine n'est qu'un moment temporaire et que ce qui est le plus important pour lui, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Merci beaucoup Geoffroy Caillet de nous avoir raconté encore une fois avec beaucoup de détails, de précision et de professionnalisme une page de l'histoire de France. Et quelle page? On a pu discuter ensemble du décès de Louis XVI. Un grand merci Geoffroy Caillet. On vous retrouve évidemment lundi prochain. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France dès demain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.